Les Sécures, épisode technique, je suis accompagné de Kim. Comment vas-tu? Très, très bien. Bon, on continue la série sur le Red Teaming. Cette fois-ci, on s'attaque au volet physique. Puis on en parlait un peu en préparation. Il y a beaucoup de mythes qui entourent ça. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées par le cinéma américain, les séries et ainsi de suite, sur lesquelles ça semble fantastique et merveilleux et facile. Il y a beaucoup d'éléments à regarder là-dedans. Fait que je vais te laisser commencer justement à présenter un peu c'est quoi le B.A.B.A. puis comment faire ça, puis justement peut-être défaire quelques mythes qui circulent. Ouais, ben la majorité du temps, quand tu dis au monde, je m'en faire une intrusion physique, le premier gros flash qu'il va avoir, c'est toi qui arrives avec ta cagoule en noir sur le bord d'une porte avec tes lockpicks qui s'installent. Here we go, 35 secondes avec un lockpick qui gosse dans la porte, I'm in. Puis tu sais, tu continues avec tes night vision, puis let's go, tu sais, full SWAT team. Puis la réalité est vraiment très, très loin de là. Même qu'il y a souvent beaucoup de gens qui sont surpris quand je leur dis oui, je fais du locksport à la maison, mais jamais je vais même tenter de single pick un lock chez un client. Puis là, c'est quand tu tombes justement dans les raisons de ça et quand tu leur dis il y a tellement plein d'autres façons plus faciles que de single pick un lock pour rentrer chez vous, que là, ils sont comme OK, là ça tombe dans un autre univers. C'est là qu'on voit l'expertise souvent des gens. Donc, je pense qu'encore plus que le réseau, la recon est essentielle dans le physique. Parce qu'il faut comprendre, OK, un gros problème, c'est d'où est-ce que viennent les problèmes de sécurité physique en entreprise. Les gars en sécurité physique, ceux qui installaient les locks, qui ont toujours fait les choses, c'est des gars mécaniques. Et là, quand les portes, les contrôles d'accès électronique sont arrivés, eux autres, c'est comme un autre domaine à apprendre, la réseautique. Fait que bien souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pitché ça au gars réseau. T'sais, écoute, moi, je l'ai installé. C'est sur le réseau, c'est ton problème. Puis les gars réseau reçoivent ça, mais ils n'ont aucune idée des concepts de la sécurité physique. Fait qu'ils appliquent les mêmes trucs, les firewalls, ces affaires-là, puis ils monitorent. Mais ils savent pas ce qu'ils monitorent. Fait que là, ça crée un certain gap où les gars de la sécurité qui installent ça physiquement dans les bâtiments l'installent pas adéquatement, puis les gars de la sécurité TI ne le regardent pas adéquatement. C'est ça qu'on va aller essayer d'exploiter dans ce gap-là. Donc, quand tu fais ta reconnaissance, ça, c'est plus de préférence personnellement, puis j'ai d'autres collègues aussi qui utilisent les mêmes techniques où tu vas essayer d'avoir beaucoup de voix et de visages. Les voix et des visages dans ce domaine-là est une ressource importante. Si tu as un même bâtiment, tu ne veux pas essayer de refaire passer la même personne 2 fois à la même place. Juste parce que, mec, tu commences à faire ton engagement réel, le risque de juste te faire spotter par quelqu'un, de dire « Hey, t'es pas déjà venu ici 2-3 jours après, si tu viens de dire à la personne « Ah, je suis ici pour la première fois », c'est fini, là. Ouais, c'est comme brûler ton cover assez vite, merci. Oui, puis les gens ont tendance, dans leur subconscient, à prendre des snapshots des personnes qu'ils voient, puis tu veux pas avoir le déjà vu de « Hey, il me semble que je l'ai déjà vu ici de quelque part », puis qu'elles viennent t'approcher justement pour te poser des questions. Tu sais. Il y avait un film, justement, je pense que c'était Ocean Eleven, qui parlait au monde, disait « OK, tu vas aller voir la personne, tu veux avoir de l'air assez banal pour qu'elle t'oublie après 5 secondes. Tu sais, tu veux passer sur aucune émotion, aucune friction. C'est que t'es là, tu passes, puis 5 secondes après, que t'es plus dans le champ de vision de la personne, pouf, t'es plus dans son imaginaire, puis elle va continuer sa vie. C'est vraiment ça que tu veux targeter. Donc, chaque personne qui va passer doit avoir un certain contexte banal. Tu vas te prendre une place, si c'est une place, exemple, publique, un bâtiment de ville ou une entreprise quelconque. Les gens qui rencontrent dans leur day-to-day, c'est qui? Bon, ça va être des clients, ça va être des vendeurs, ça va être des entrepreneurs. Et là, tu vas vouloir dire à quelqu'un, OK, je t'équipe d'une caméra, quelque chose caché, va te promener, pars-toi, demande aux toilettes. Je veux juste que tu fouines, sois perdu, voici un contexte, demande d'informations sur tel produit, dis que tu rénoves ta maison, puis il faut que tu refasses tes balcons. Trouve-toi un contexte vraiment random, puis vas-y, fais juste fouiner, regarde tout ce qu'il y a, les dépliants. L'enregistrement vidéo
de quelqu'un qui se promène puis qui joue au perdu a énormément de valeur si c'est bien préparé. Puis la personne n'a pas besoin d'être vraiment skillful là-dessus. Là. Tu lui dis, t'es vraiment là pour prendre l'information. That's it. Fait qu'elle n'a pas de stress à avoir. Elle va rentrer. Elle doit juste se dire, il faut que je prenne l'information là-dessus. Puis elle va se mettre à échanger. On peut prendre les adjointes, on peut prendre le comptable, on peut prendre un project manager dans son entreprise. Et, hey, ça te tente-tu de faire ça? Puis souvent, ils sont hyper willing, c'est le fun parce qu'ils participent à quelque chose d'intrusion. Puis il n'y a aucun risque nécessairement pour eux autres parce qu'ils sont là vraiment légitimes. Puis c'est bon, par exemple, qu'ils comprennent que va pas essayer de fouiller dans les places interdites ou va pas essayer de te mettre dans le trouble. Tu vas aux toilettes, tu peux passer tout droit, puis première personne que tu rencontres, dire, hey, y a-tu une toilette proche pour voir comment ils réagissent? Mais va pas essayer de fouiller dans les casiers, là. Il faut que ça soit clair dans leur sac parce qu'ils vont te faire brûler ton engagement avant même que tu sois commencé. Mais ce que tu vas vouloir essayer de repogner de ce feed-là, va être, est-ce qu'il y a des systèmes d'alarme, des panneaux de système d'alarme. Des fois, tu es capable de zoom in sur ce panneau-là, puis tu es même capable d'avoir l'usure des boutons qui te donne une bonne idée de est-ce que ça va être un potentiel de rentrée de nuit? Est-ce que je suis capable de déduire quel code qui pourrait être sur la porte? Parce que les systèmes d'alarme, la majorité du temps, un des codes les plus connus, c'est 6969. On sait pas pourquoi, hein? Mais il y a des choses comme ça dans la vie. Mais oui, il y a des mystères de même qui se répètent. Mais c'est vraiment un des codes les plus courants qu'on retrouve. Sinon, surtout dans le centre-ville, exemple, tu vas avoir des entreprises qui vont avoir le même cleaning crew à grandeur de la place. Ils vont pas changer leur code pour chaque place. Fait qu'il va y avoir un code à grandeur. Si tu es capable de trouver le code du cleaning crew, souvent tu es capable d'avoir accès ailleurs. Ou sinon, ça va être souvent le numéro du building. Le nombre de fois que tu as les 4 chiffres du building ou 5 chiffres du building. Rendu là, il y a plus de secret. Là. Puis plus que les entreprises créent des codes par personne qui ont accès au système de sécurité, plus qu'ils créent des potentielles combinaisons puis qui baissent leur sécurité. Parce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir essayer n'importe quel chiffre puis tu as 50% de chance de tomber sur quelque chose de valide. T'sais. Donc, c'est de garder en tête, d'essayer de spotter les codes. L'autre truc que j'aime bien essayer de spotter, c'est justement tout ce qui est verrou. Fait que si tu places ta caméra à peu près au niveau du nombril, tu es souvent capable d'avoir les poignées de porte. Donc, est-ce que c'est des poignées de porte rondes? Est-ce que c'est des poignées de porte à crochet que tu vas pouvoir potentiellement faire du under the door? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir des protections pour bloquer des attaques sur le pen, dans le fond, pour empêcher de compresser le pen avec ce qu'on appelle un traveler hooks. Donc, c'est un petit crochet qui est fait en L. Tu vas regarder surtout, c'est quoi le mouvement des gens? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des caméras dans la place? Tu vas essayer de regarder, est-ce qu'il y a des plans d'évacuation ou des plans d'incendie? Parce que si tu es capable d'avoir un snapshot du plan d'évacuation d'incendie, si tu viens d'avoir un layout entier sur la place. Puis après ça, tu es capable avec souvent Google Maps même de superposer ça, puis de te faire une idée à quoi ça va ressembler à l'intérieur, où est-ce que les employés vont se tenir, où est-ce qu'ils vont les manger. Ça va être le flow d'un day-to-day des employés qui sont à l'intérieur. Et de connaître ces informations-là ou d'avoir un visuel, c'est quoi les couleurs, c'est où est-ce qu'ils sont les pamphlets. Quand tu vas rentrer là durant ton intrusion la première fois, tu vas être beaucoup moins stressé parce que tu sais à quoi t'attendre. C'est aussi simple de juste connaître les couleurs de la place puis de l'avoir déjà vu, c'est que tu n'es pas là pour la première fois, même si tu l'as vu en vidéo feed. Donc, tu vas rentrer là plus relax avec je suis déjà venu ici, c'est bon, je fais ma job, je suis ici legit, puis je vais pouvoir continuer mon mandat. Donc, cette petite reconnaissance-là vaut énormément, mais prend du temps. Prend du temps à setter. On peut essayer d'appeler dans certains cas pour avoir de l'information aussi. Des fois, c'est le fun de savoir est-ce que c'est des personnes qui sont présentes sur place, est-ce que c'est des personnes qui changent. Et ça peut te donner aussi des fois des portes ouvertes pour certains contextes. Dans le genre de OK, je vais envoyer quelqu'un pour surveiller tel élément. Bon, présentement, tu sais que tu peux peut-être utiliser ce contexte-là pour te faire passer pour cette personne-là. Ou non, c'est pas nous qui s'occupons de ça, c'est X département. Bon, je sais, dans ce cas-là, je peux peut-être me faire passer pour l'autre département. Tu sais, confirmer des informations que tu as pu obtenir sur Internet.
Ça peut être des pages employées, ça peut être des Twitter des fois. Souvent, les entreprises ont tendance à mettre sur LinkedIn ou sur Twitter quand ils font des événements spéciaux. Ah, on va faire un événement pour Saint-Valentin, ça va être cool. Ou Pâques. Ben, tu vas vouloir essayer d'utiliser ce contexte-là. Et tu as aussi essayé d'analyser tout ce qui est les entrées et les sorties des employés. Donc, à quelle heure que les gens ont tendance à arriver le matin. On s'entend que souvent en manufacture, les gens vont arriver plus aux alentours de 7 heures, tandis qu'en entreprise, ça peut aller souvent à 9 heures. Mais tu sors de la ville, tu vas tomber plus à 8. Mais si tu n'es pas capable de te timer avec les autres employés, ça peut scraper ton objectif. Puis ça, on va en parler un peu plus tard que dépendamment de l'objectif, tu vas t'adapter à la situation. Ouais, puis je vais rajouter là-dessus parce que tu as un flow normal. Puis si tu justement, on parlait de banaliser, d'avoir l'air comme les autres. Quand tu arrives dans le flow normal, tu vas te passer beaucoup plus inaperçu que si tu sors des heures standards ou des heures de haut achalandage, notamment. Là. Mais j'ai eu ces cas-là plus récemment dans ma vie. Pas que j'ai fait des choses comme ça, mais j'ai été mis dans des contextes comme ça, puis j'ai remarqué effectivement, parce que les barrières, à certains égards, certaines barrières sont descendues volontairement pendant les périodes de haut achalandage, justement pour accélérer l'entrée des employés dans l'organisation. Fait qu'ils sont beaucoup moins vigilants, justement pour ça. Fait que ça peut devenir des éléments qui peuvent favoriser énormément la réussite d'un engagement. Puis des fois, tu vas vouloir venir justement dans une place de bon achalandage. Vu qu'on est sur le sujet, en parlant un peu, si je me fais passer pour un employé, je veux du haut achalandage parce que, comme que tu dis, tout va être diminué, ils ne regarderont pas nécessairement, you carry on, ça va être plus facile. Mais si je viens comme un tierce partie, je vais peut-être vouloir venir durant l'heure de lunch. Ou juste après que les gens se sont remis en lunch. 1, ils rattrapent leur job. 2, sont setés. Puis c'est rare que tu vas voir, exemple, un gars d'entretien du building arriver à 8 heures le matin. Ils vont arriver à 10, 11 heures. Tu veux vraiment te mettre dans le mindset de c'est quoi qu'ils sont habitués à voir pour encore là réduire le facteur de hey, c'est bizarre cet événement-là, ça m'arrive pas normalement. Tu veux pas avoir le ça m'arrive pas normalement. Fait que, bien souvent, surtout quand tu fais des trucs externes, tu vas pas juste chercher ta compagnie, mais tu vas te mettre à chercher sur d'autres jobs dans le fond. Ceux que j'ai fait, j'ai appris sur des airs climatisés, sur comment être un exterminateur, sur la job d'électricien, juste d'aller sur un forum puis d'aller dans des meet-ups pour discuter avec du monde sur comment ils font la job. Ah, je peux-tu voir c'est quoi ton kit? C'est quoi ton carrying kit que tu traînes tout le temps sur toi? Puis d'essayer de pogner des images à regarder comment ils font les autres leur job. À quoi ça ressemble leur habit, à quoi ça, c'est quoi les types d'usure que tu peux avoir sur des vêtements aussi. J'ai un de mes collègues qui s'est fait pogner parce qu'il avait des pantalons neufs. Puis ça a été un gros red flag, tu sais, quelqu'un qui avait l'air d'avoir de l'expérience, mais des pantalons neufs, ça marche pas, tu sais. Puis même mes gars, quand on en avait fait un moment donné, ils trouvaient ça presque triste parce que je disais, OK, bon, ben les gars, normalement, ce contexte-là, il nous faut des capes d'acier. C'est correct, on va acheter des capes d'acier. Puis je commence à pogner, dire, OK, maintenant, vous les pognez, puis vous les tapez sur le bord du trottoir, il faut que ça chippe. Ben là, ils sont neufs. Non, il faut plus qu'ils soient neufs. C'est le problème. Go, on les magane, exacto, 2-3 coups. Ah ouais, il faut que ça, il faut leur donner un peu de vécu. Puis c'est triste de dire, mais t'as payé ce matériel-là. Il faut que tu l'uses parce qu'il y a personne qui va vraiment, ou c'est rare que tu arrives et que t'es flambant neuf, tu sais. Donc, ouais, c'est des éléments. Ouais. C'est très important, oui, effectivement, parce que ça. Puis le neuf a justement flash trop. C'est quelque chose qui est neuf, du linge qui est neuf. Je sais pas pourquoi les humains sont comme ça, mais on a tendance à le remarquer très rapidement. Celle-là, ça devient comme un beacon. Tu fais comme ah, ça, c'est trop neuf, ça se peut pas. Peu importe la situation. Là. J'avais même un moment donné, tu sais, les high-vis vests, c'est pour bien paraître. Souvent, quand tu as une high-vis vest dans un contexte d'une grosse immeuble, surtout si c'est des avocats ou des choses plus importantes, tu manages avec les CEO, tu as besoin, la high-vis vest te rend totalement invisible. Donc, c'est génial à ce point-là que c'est inverse. Mais tu veux pas encore là qu'elle soit neuve. À moins que tu aies un chapeau blanc de la ville, que là, c'est normal que ça soit neuf parce qu'ils sortent pas. Tu vas vouloir être d'avoir de l'usure. Fait que si tu arrives avec une high-vis neuve,
puis tu vas voir un gars dans un chantier, tu dis « Hey, je te donne 20$, la high-vis neuve, mais tu me donnes la tienne toute sale. » Il va te regarder croche. Puis tu amènes même une bière, c'est sûr qu'il va te la donner. C'est l'engineering 101. Oh oui, pareil pour le casque. T'sais. Le casque, c'est un peu plus dur parce que les stickers dessus, souvent, ils viennent qu'à l'apprécier. Mais tu peux en mettre des stickers, tu peux le mettre dans le fond de ton char, s'assurer qu'il traîne et qu'il se fasse brasser au maximum. Le but, c'est vraiment d'essayer de voir, pogner une photo de 10 personnes sur la rue qui fait ce job-là, puis tu vas essayer de leur ressembler au maximum avec les mêmes traits d'usure. L'attention aux détails est vraiment importante. Puis ça va juste te simplifier. Ça te donne pas un direct win, mais ça t'empêche de lever beaucoup de flags, mais que tu le fasses. T'sais. Oui, puis c'est un élément important. Puis là, tu parles de lever des flags, c'est juste parce que l'humain est habitué, c'est une machine à détecter des patterns. Fait que si tu sors du pattern standard, un peu dans le fond, ce qu'on peut résumer tous ces éléments-là, dès que tu sors de ça, c'est sûr que tu sors de l'ordinaire parce l'humain est constitué comme ça. Il est hardwired de même de détecter ce qui sort de l'ordinaire, de son ordinaire. Puis, tu sais, d'autres choses, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi lors de la reconnaissance? Des fois, tu vas avoir des codes, aussi des pressing pads. Les gens, c'est comment j'ai mon code. Autre que qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, c'est système d'alarme, que les codes, ils reviennent tout le temps pareil partout. Disons que tu aurais un lock CABA, qu'on voit souvent, je pense que c'est un des locks les plus populaires au Canada, surprenamment. De juste regarder c'est quoi le mouvement du bras. Si tu es capable de filmer de loin le mouvement répétuel des bras, tu vas être capable, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, est-ce qu'il remonte, est-ce qu'il descend. On s'entend que sur 5 chiffres enlignés, tu es capable de savoir, OK, bon, ben, ça risque d'être soit 1, 2, OK, on retombe à 3, 4, on retombe. Puis après ça, si tu t'approches, des fois, tu es même capable d'avoir de l'usure sur le mécanisme en tant que tel qui va être facilement identifiable. Ça va être quoi le lock? Ou de passer avec un petit tampon puis de la poussière phosphorescente, tu mets ça dessus puis tu regardes lesquels qui en ont plus. Ou inversement, des fois, tu n'as pas de poussière phosphorescente parce qu'il faut que tu commandes whatsoever. Un marqueur jaune avec une lampe UV, ça flash puis ça paraît presque pas sur du métal ou sur du noir. Donc, les gens vont appuyer dessus, ils vont avoir un certain résidu. Mais quand tu passes ta lampe UV, tu vas voir très clairement les marques, surtout quand il y a une 50aine de personnes qui sont passées avant toi. Ça va t'aider à avoir des codes potentiels. S'ils ont tous des codes différents, peut-être pas. Mais des fois, si tu vois qu'il y a juste 2-3 chiffres qui ont été frottés, ben tu peux éliminer énormément et essayer d'analyser où est-ce qu'ils placent leurs bras, comment ils se placent pour essayer de deviner c'est quoi qui a été fait. Là. Un autre truc, les gens ont tendance à stresser avec les caméras en intrusion physique. Sérieusement, je comprends pas pourquoi. Les caméras, la majorité du temps, à moins que tu sois dans des places haute sécurité, que tu as des gardes qui regardent les caméras avec un système d'AI qui va spotter les anomalies pour faire un zoom sur la caméra qui a eu du mouvement, les caméras sont pas là pour te détecter. Sont là pour enregistrer l'information pour après coup. Ou souvent, ça va être ce qu'on appelle deter. Donc, te diriger ailleurs, te dire « Oh, il y a des caméras, je vais pas faire ça, je vais me faire pogner. » La majorité du temps, les gars sont blasés, ils vont voir d'autres choses, ils porteront pas attention, puis ils vont regarder seulement s'il y a du bruit. Le nombre de caméras, c'est parce que c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que c'est rendu tellement partout maintenant que ces caméras-là sont tellement répandues que c'est impossible pour un humain ou une équipe d'humains de façon c'est très, très sérieuse de regarder constamment et d'analyser toutes les choses. Ils vont regarder quelques caméras dans certains cas plus sensibles, disons certaines guérites, par exemple, vont être regardées. Le restant n'est pas regardé parce que s'il fallait que les caméras soient regardées, ça fait longtemps que j'aurais été intercepté par des gens parce que je regarde les caméras, j'ai toujours l'air louche autour d'une caméra et je me suis jamais fait intercepter par rien. Ils sont juste là, ils existent. Puis c'est aussi l'élément très dissuasif qui est associé à ça qui est fait. Puis c'est principalement l'élément premier pour lequel les caméras sont utilisées. Puis en second temps, des preuves s'il y a un problème, si détecter, remonter les problèmes, remonter, documenter.
Puis c'est le concept d'avoir de l'air encore standard, même ces caméras, c'est legit, hein. Si t'essaies de dire, il y a des caméras, il faut que je la bypass, on va essayer de faire des flashs, on va essayer de contourner X, tu vas juste avoir de l'air d'un clown, puis tu vas attirer l'attention parce que les gars vont faire comme, c'est quoi qu'il fait là, lui? Puis t'es mieux de passer avec ton calepin puis d'avoir de l'air bien occupé, straight to the point, puis ils verront absolument rien. Au pire des cas, tu vas avoir de l'air d'un gars qui a perdu ses clés, ses portes, c'est tout. Notamment, et si tu essaies justement avec les lasers de masquer la caméra, ça va justement ça va attirer l'attention automatiquement sur toi parce que tu vas devenir une anomalie sur l'ensemble des images qui sont diffusées dans le compte. Parce que c'est la seule caméra qui, parce que ces lasers-là vont juste faire flasher blanc. Mm-hmm. Fait qu'ils vont donner l'image, va devenir too much. Fait que là, c'est sûr qu'ils vont te regarder, ils vont regarder avant, puis ils vont suivre jusqu'à temps que tu t'as quitté. Ils vont regarder toutes les caméras autour pour voir laquelle tu vas oublier, puis ils vont finir par te pogner ou ils vont envoyer quelqu'un, puis c'est fini là. Mais même là-dessus, des fois, c'est intéressant aussi le fait d'envoyer quelqu'un. Tu peux utiliser ça à ton avantage. On avait des systèmes, exemple, tu sais, le boîtier où est-ce que tu swipes tes cartes. Il y a des ESP keys qui se vendent pour intercepter les communications, puis tu peux les rejouer. Avant de continuer là-dessus, je veux vraiment faire un big caveat. On a vu beaucoup d'entreprises utiliser des ESP keys, c'est bien le fun, c'est facile, tu peux rejouer. Par contre, il faut que vous avertissiez votre client dans votre ROE. Ça scrape les fils, ça peut avoir des problèmes d'assurance, ça peut avoir des gros impacts parce qu'ils vont devoir peut-être refiler leurs éléments, ça peut perturber leur système s'il y a des shorts. Personnellement, à moins que le client me dise oui, on le fait en mode white box, ça va être très rare que je vais aller utiliser un ESP key à moins d'avoir son autorisation. Des fois, ils vont dire, oui, on s'en fout, on va changer le système, tu sais, go ahead. OK, mais il faut que ça soit écrit. Je vous conseille pas d'aller jouer dans les fils puis de se mettre à maganer leur système comme ça. Mais le produit existe pour intercepter les communications. Just saying. Donc, si tu es capable des fois de l'ouvrir, sans nécessairement aller jouer dans les fils, si tu l'ouvres puis que tu vois qu'il y a un certain temper ou qu'il se met à faire une petite sonnerie, de l'ouvrir un certain nombre de temps et de le refermer en gossant avec le temper, tu le refermes, tu t'en vas. Puis tu essaies de regarder, voir est-ce que le garde de sécurité va venir justement ouvrir la porte. Des fois, c'est intéressant. Si tu vois qu'il n'y a jamais de garde qui se pointe, c'est un autre bon signe aussi que tu peux faire pas mal ce que tu veux avec la porte. Par contre... ça va te donner le délai de temps avant qu'ils vont se présenter aussi pour juste savoir que c'est quoi les marges de manœuvre que tu peux avoir. Mais ça devient, oui, effectivement, c'est du recon encore. Oui, puis des fois, la porte va prendre un certain nombre de temps à se refermer que tu vas être capable de pogner. Des fois, tu vas pouvoir passer proche du garde ou le suivre pour justement scanner sa carte un peu plus à distance. Puis là, tu as une carte qui va être souvent à privilège élevé, en plus qui a accès à bien des places dans le bâtiment. Donc, les gardes, c'est très, très intéressant pour ce niveau d'accès-là. Puis, on s'entend que la majorité du temps, les cartes, il faut presque que tu touches les fesses des personnes pour les scanner. Mais il y a des moyens avec les scanners de porte de garage, d'augmenter la distance à peut-être 1 pied. Donc, rendu là, 1 pied, tu bumpes dans les gens et ça peut être assez pour justement obtenir les cartes. Il y a d'autres choses aussi, des fois, de l'autre côté des portes, tu es capable d'avoir des casiers à clé. Bien souvent, ils ont des cartes magnétiques qui peuvent être mis dedans. Donc, sans ouvrir le casier à clé, des fois, tu es capable de mettre ton scanner puis de réussir à pogner de l'autre côté de la porte ou de l'autre côté du mur les cartes en question, dépendamment de comment c'est fait. Donc, c'est des outils d'avoir dans ta tête, dépendamment de quel lecteur tu vas avoir. Puis là, je recommanderais vraiment peut-être le cours justement de Red Team Alliance sur tout ce qui est carte et covert entry pour en savoir un peu plus. Parce qu'il faut que tu sois capable de les identifier facilement pour être en mesure de savoir quel outil va marcher sur quoi. T'sais. Mais après ça, comment tu vas intercepter une carte pour obtenir un accès d'un truc de sécurité ou juste par le monde. C'est sûr que tu as le classique de je rentre dans le monde puis je bombe tout le monde, mais ça dérange beaucoup de gens. Mais c'est là que ta reconnaissance vient en jeu. Est-ce que des gens vont manger dans un parc, que ça soit sur un banc quelconque? Est-ce qu'ils vont dans un certain restaurant tous les midis? Ça peut être intéressant de juste aller sur une table à côté avec ta mallette,
ou ton sac à dos, puis de t'installer proche des gens qui sont en train de manger en souhaitant pogner leur carte sur leur manteau ou dans leur sac. Des fois, si c'est des places un peu plus publiques qui ont des salles de bain, tu peux avoir une très longue envie, très, 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 très longue, puis rester à la salle de bain en souhaitant que quelqu'un vienne dans ton stall à côté puis essayer de le pogner aussi, là. Il y a des gros éléments de chance quand tu fais ça parce qu'il faut que le contexte arrive en même temps que tu es là. Mais si tu l'observes un peu, tu peux essayer d'améliorer ta chance. Je dis pas d'aller mettre du laxatif dans tous les employés pour qu'il y ait la salle de bain et d'augmenter vos chances, là. Mais tu peux réussir à essayer de gager tes affaires. Il y a aussi, on parlait aussi de contexte tantôt. La reconnaissance va t'aider à créer un contexte. Si tu vois que c'est, OK, tu dois rentrer dans une place, une tour à immeuble, il y a plein d'employés, ils ont 4-5 étages, de rentrer comme un employé ou un consultant, donc de t'habiller comme eux autres, tu sais, veston, cravate ou juste chemise propre, ça va être un très bon contexte. Tu n'as pas besoin de casser la tête. Mais essaye pas de faire ça si tu vas essayer de rentrer dans une shop où est-ce que les gars sont tous en cap d'acier ou une entreprise qui sont 50 puis qui se connaissent tous puis ils se voient tous sur l'heure du lunch. Tu pourras pas les bluffer. Tu pourras pas te faire passer pour un nouvel employé, tu pourras pas te faire passer pour un consultant parce qu'ils vont se retourner, ils vont dire « Hey, telle personne, c'est qui? » Ben, j'ai jamais entendu parler de ça, puis c'est fini, là, directement. Donc, rendu là, tu vas essayer justement de te faire passer soit pour un fournisseur, soit pour quelqu'un qui s'occupe du building, justement. On s'entend qu'il y a plein de corps de métier qui vont s'occuper du building. Par contre, il faut que tu prépares tes contextes. Les gars de building, surtout plus que tu t'en vas éloigner de la ville de Montréal, plus que tu vas revoir les mêmes personnes revenir après et revenir. En ville, il y a beaucoup de roulements, mais en région, là, ça peut être un peu plus touché. Il faut, il est malade ces temps-ci, c'est moi qui le remplace, ou je suis le dernier rentré, donc il est parti en vacances. Mais il faut que tu sois prêt à te faire challenger sur ces éléments-là. Oui, ça revient toujours aussi, il faut savoir parler aux gens avec le bon vocabulaire, la bonne façon. Ça aussi, ça joue énormément dans le rôle que tu décides de prendre. Ça, avec le temps, je m'amuse, pas parce que... Puis c'est ça, je le fais dans le naturel de la vie et non de ça, mais d'aborder les gardiens de sécurité, d'aborder ces gens-là avec une histoire qui se tient et d'écouter les histoires, tu parles de Recon, d'écouter les histoires d'autres fournisseurs qui viennent, qui parlent. Puis les gens sont très, très verbeux sur ce qu'ils vont dire pour dire ça. Fait que tu peux avoir des prétextes qui deviennent légitimes facilement et de voir si ces gens-là peuvent avoir des passe-droits. J'en ai vu beaucoup de passe-droits, là, parce que tu arrives au gardien de sécurité, tu dis « Ouais, je suis le gars de genre Vidéotron, telle affaire, j'ai un câble installé là, c'est ça qu'on m'a dit, et tout, machin. » Puis prends 9 fois sur 10, si ton histoire est bien montée, elle ressemble déjà à ce qu'il a entendu. Puis il va te laisser aller sans surveillance en plus jusqu'à la dite salle. Parce que oui, je la connais, j'ai déjà allé à l'affaire il y a genre 1 an de ça, je sais à peu près c'est où, puis tu vas direct. J'avais un de mes collègues qui était rentré un moment donné, puis oui, il faut qu'on bouge un serveur et tout. Son contexte était super bon, mais le garde de sécurité, OK, il faut que tu bouges un contact, écoute, je vais t'appeler du monde pour qu'ils viennent t'aider. Les gars admin sont venus l'aider. Là, c'est comme, il faut bouger un serveur. OK, on se l'était pas fait dire, c'est pas normal, mais c'est correct. On va te donner un coup de main, tu sais, c'est chiant bouger un serveur. Ils ont ouvert la porte. Il était rendu au point qu'il avait monté le serveur, puis là, il souhaitait juste que son chum réponde de l'autre côté pour dire sors-moi de là un moment donné. Tu sais, il envoyait des textes, puis avec la caméra, il fallait que le gars allume parce que tu peux pas partir avec le serveur du client de même, tu sais, même si c'est une intrusion physique, c'était juste d'y aller. Mais là que les gars, ils ouvrent toute la porte, puis finalement, il a dit écoute, j'ai une urgence, il faut que je revienne, je vais aller chercher quelque chose en bas. Fait il s'est poussé, il a laissé le diable là-bas, mais quand le client a su qu'il a failli partir avec son serveur, puis que les gars, ils ouvraient les portes, là, ça a été une autre histoire, mais définitivement, le contexte ici d'avoir de l'air naturel peut être très, très bon, là. Puis ça l'amène sur un point de essaye pas de te faire passer pour quelque chose que tu n'es pas capable de parler de. Connais ton sujet. Si tu n'as jamais ouvert un mur, tu n'as jamais fait de la construction, tu n'es pas manuel, essaye pas de te faire passer pour un entrepreneur. C'est quelque chose que Deviant
nous a dit un moment donné que j'avais bien aimé, jamais lui va se faire passer autre chose qu'un locksmith ou un gars d'ascenseur parce que c'est ses points d'intérêt. Il faut que tu sois capable de continuer 3 questions deep sur quelque chose. Si t'es pas capable de faire ça, tu as des grosses chances que si quelqu'un te suspecte, tu vas te faire brûler. Fait qu'il faut que tu sois capable de connaître assez ton sujet pour entretenir une conversation. Donc, sur qu'est-ce que tu disais d'écouter les gens parler, puis de t'informer, puis de leur jaser. Des fois, des conférences. Hein? Check où est-ce qu'ils vont comme conférence, puis va jaser avec leur vendor. Ils ont plein de mots, ils ont plein de termes, ils se connaissent en niveau technique. Prends leur stock, pose tes questions, puis discute avec. Tu vas être un de leurs meilleurs clients de la journée. Oui, puis la maîtrise du vocabulaire, c'est un des éléments clés. Puis en plus, parce que moi, j'ai une facilité pour capter le vocabulaire puis être capable de pivoter dessus. Donc, ça fait une partie de mes skills, mais celui-ci est très important parce que du moment où tu commences à utiliser le bon vocabulaire, les défenses descendent automatiquement. Fait que justement, quand ils vont poser 1, 2, 4, 3 questions, puis ensuite, tu vas les endormir correctement. Si tu te trompes à la 2e question, t'es mort. Ils vont tout de suite te reposer des questions supplémentaires. Puis là, t'es cuit, là, mais cuit. Là. Ah oui, de connaître les expressions du domaine, qu'est-ce qui se dit souvent. Tu vas voir des places en région qui vont utiliser un peu plus un joual, ben tu vas essayer d'y aller beaucoup de même. Si tu arrives avec ton français très formel, puis tu te fais passer pour un plombier, c'est sûr et certain que tu vas te faire kicker out. Là. Ça parle pas comme ça. Fait qu'il faut que tu aies de l'air naturel puis que tu sois à l'aise avec ton contexte. Si t'es pas à l'aise avec ton contexte, les gens seront pas à l'aise avec toi. Puis ça fonctionnera pas, tu seras pas capable de justifier tout le long de ton mandat. Là. Fait que ça, c'est un point vraiment un gros conseil. Parce que tout le monde voit, je pourrais acheter tel élément que j'ai vu dans un thrift store puis me faire passer pour telle entreprise. Essaye pas. Trouve quelque chose que tu es confortable avec, tu es capable de te connaître. Là. Fais tes recherches, puis rends-toi à l'aise. Ouais, faut vraiment honner le sujet, sinon on est cuit assez rapidement là, pour ce genre de choses-là. À la limite, le fait d'être dans un pays où tu parles pas la langue peut aider. Le fait que comme tu parles pas la langue locale peut être un raccourci, mais c'est encore là, il y a des risques associés à ça. Là. Ouais, tu peux utiliser beaucoup les billets que les gens ont tendance à avoir aussi dans la place que tu es. Je parlais avec des amis, puis aux États-Unis, c'est très utilisé de si t'es noir ou t'es mexicain, go cleaning crew. C'est triste à dire, mais tu vas passer sous le radar à bien des places. Puis tu veux utiliser ces biais cognitifs-là, ces biais raciales-là, justement, à ton avantage. Donc, si vous avez un de vos chums qui veulent faire des intrusions physiques, puis vous avez un mandat, ben vous pouvez lui donner une job de vous faire rentrer. C'est oui. Il y a du potentiel là-dessus. Puis il faut pas s'en sentir mal nécessairement. Là. Pareil, j'avais une collègue qui était enceinte. On l'a utilisé, puis c'était parfait pour aller à la salle de bain, justement, cette personne-là. T'sais. Le contexte était 100% justifiable. Personne ne va lui dire non. T'sais. Donc, tu peux utiliser ça. Après ça, est-ce que tu choisis de rentrer de jour ou de nuit? Souvent, ça va être la grosse question que tu vas discuter avec le client. S'il te donne une wildcard, fais ce que tu veux. Il faut comprendre qu'il va y avoir des avantages à ton choix et des désavantages également. Personnellement, de nuit, je trippe souvent beaucoup moins faire une intrusion de nuit. Juste parce que dès que tu es sur site de nuit, tu as souvent de l'air louche. Le mouvement de nuit est souvent anormal. Ou le peu de mouvement que tu vas avoir, les gens vont savoir à quoi s'attendre ou ils vont le checker automatiquement. Ouais, ça, encore là, ça dépend du contexte. Les seuls endroits où ça va vraiment marcher, c'est qu'ils ont des chiffres de nuit. Là, tu deviens dans un cycle normal, mais au-delà de ça, c'est rare. C'est rare. En tout cas, bref, on revient encore, ça dépend du contexte. Dans les bureaux de comptables pendant la période des impôts, les avocats pendant certains éléments, ils vont avoir des choses comme ça, mais contexte, c'est everything. Ouais, en général, mais en effet, le contexte est bon. Puis tu sais, après ça, y a-tu des heures qui arrivent spécifiques? Y a-tu des heures de break qui prennent? Puis on s'entend souvent de nuit en plus, il y a moins de choses d'ouvertes autour. Fait que tu peux pas juste hang out dans un café proche ou dans un resto en souhaitant de pogner tes targets. Bien souvent de nuit, il y a les systèmes d'alarme qui sont allumés aussi. Fait qu'à moins que tu rentres avec le cleaning crew ou que tu saches que certaines parties du système d'alarme sont désactivées, ça peut être là. Si tu veux faire de quoi de nuit, personnellement, t'es presque mieux d'essayer de rentrer de jour puis d'attendre dans un coin pour que ça soit la nuit.
Puis il y a tellement de places de nuit que tu peux attendre de nuit dans un building. Souvent, les gens je sais pas pourquoi que c'est fait de même. C'est une question pour les architectes out there. S'il y en a qui ont des commentaires qui peuvent me l'envoyer. Quand que tu as une salle de bain publique, bien souvent dans un building, tu vas avoir une porte dans le fond de la salle de bain ou même dans le stall souvent qui va être sûr pour les handicapés parce qu'ils ont un plus grand stall. Tu as une porte random qui est là, puis bien souvent, elle va être débarrée ou très vulnérable. Puis c'est souvent les panneaux électriques, les fils de communication, les tuyaux qui passent là. Puis ça, c'est rarement barré. Tu t'assois là avec un sandwich, puis tu peux attendre. OK, tu as tous les bruits d'à côté qui peuvent être déplaisants, mais une fois que tu es dans le building, à moins qu'il y ait des détecteurs de mouvement de mis partout, tu vas pouvoir te promener facilement dans la place par la suite. T'sais. Puis là, on tombe dans le côté reconnaissance de est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'il y avait justement comme système d'alarme. T'sais. Mais s'ils n'en ont pas, puis c'est juste des détecteurs de portes ouvertes, ben, tu vas pouvoir faire ta job. Puis au pire des cas, tu veux pas ressortir faire sonner l'alarme, mais tu retournes dans ton coin, tu attends le jour, puis tu ressortiras le lendemain matin. T'sais. Ouais, faut être patient. Faut être patient. Tu t'emmènes des charges. J'ai plus l'âge pour ça. T'envoies le junior. Fais une belle expérience. Mais c'est ça. De nuit, ça va être beaucoup plus touché, justement, de rentrer à ce niveau-là. Tandis que de jour, ben là, tu peux utiliser le mouvement. Rentrer-sortir des employés. Tu peux utiliser le fait que tu peux rencontrer plusieurs types de personnes auparavant. Donc, tu peux choisir plus de targets. On s'entend que quelqu'un, un manager d'expérience, quelqu'un qui va être sur place, va être beaucoup plus difficile à usurper sa confiance, à tromper sa confiance, que je vais pogner une Denise de 60 ans ou un stagiaire de 20 ans sur la place. Ça va être les deux personnes que je vais vouloir aller essayer d'abuser de leur confiance. La jeune personne risque de moins connaître l'environnement, donc tu es capable de mettre un peu de pression puis qu'elle t'ouvre les portes. Puis l'autre personne un peu plus âgée est plus relaxe, on en a vu d'autres. Puis souvent, une couple de blagues, être funny avec eux autres, une petite attention, c'est le fun. Surtout les gens au service à la clientèle ou les service desk qui sont en bas, tu leur jases, t'es sympathique avec eux autres, ils viennent de refaire leur journée parce qu'ils ont eu 10 autres clients qui sont bêtes auparavant. Ça, je pense qu'on en avait même déjà parlé, mais ils vont t'ouvrir les portes. Fait que si tu arrives à une place dans le jour puis que la porte est barrée, tu as essayé toutes les autres techniques puis t'es jammé, va demander à quelqu'un qui a de l'air le plus sympathique, puis tu dis, je vais pouvoir connecter avec cette personne-là. Il y a des chances qu'elle te trouve quelqu'un pour venir t'ouvrir. T'sais. Après ça, là, on a parlé un peu l'ingénierie sociale, on a parlé des contextes, des déguisements. Pourquoi choisir un contexte plus de jour, plus de nuit? Il y a aussi de qu'est-ce que tu as au niveau des ouvertures. Là, c'est là qu'on tombe un peu avec qu'est-ce que je parlais des lockpicks tantôt, que tout le monde pense que tu arrives avec ton kit de lockpick super stealthy commando. Mais au final, c'est rare qu'on va utiliser les lockpicks pour piquer dans le terme du sport ou pin par pin. 1, ça prend trop de temps. 2, ça prend un certain niveau de skill que ben des gens n'ont pas. Et 3, tu as tellement de stress d'adrénaline et tu shakes tellement que tu vas plus ressembler à un marteau-piqueur quand tu vas rentrer dans le lock tellement que tu t'entends shake, que t'es mieux d'essayer de raker ou de bumper les keys, tu vas peut-être avoir plus de chance. Ça, c'est des techniques où tu rentres juste une petite clé, tu donnes un petit coup de marteau, ça fait un petit bruit, mais si tu as assez la bonne technique, 2-3 coups, tu es capable d'être passé la porte. Puis si quelqu'un vient regarder qu'est-ce qui s'est passé, souvent tu es capable d'être rendu de l'autre côté. Parce qu'il y a une règle d'or quand tu t'attaques à une serrure en temps de red team, pas plus de 20 à 30 secondes par serrure. Passer ce niveau-là, tu as de l'air louche. Parce qu'on s'entend que même quelqu'un qui n'a pas ses clés, qui gosse, là, il peut gosser 20 à 30 secondes sur une porte avec sa clé, mais à un moment donné, il a compris qu'il l'avait peut-être pas, la clé. Là. Tu restes 1 minute, 2 minutes devant la porte, les gens vont finir par repasser au même spot. Vous dites, hey, as-tu besoin d'aide? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Donc, tu veux que ça soit relativement vite. Même chose pour les under the door. Donc, un outil qui va rentrer sous la porte pour aller s'accrocher de la poignée de l'autre côté. Tu veux pas que ça te prenne 2-3 minutes. Puis c'est là aussi que si tu as des caméras autour,
2-3 minutes, ils vont finir par te spotter. Mais un 30 secondes, même si tu te mets à genoux devant la porte, sur le coup, il peut être en train d'attacher ses souliers. Mais en train d'attacher ses souliers pendant 2-3 minutes, il faut-tu que j'appelle l'ambulance pour la personne, es-tu jamais là? T'sais? Donc, tout est une histoire de pratiquer puis d'avoir les skills pour le faire. Donc là, j'ai mentionné le Under the Door. C'est très le fun quand il y a pas de monde autour, mais tu vas pas sortir ça quand il y a énormément de monde. Donc souvent, tu sais, t'as un sous-sol pas utilisé ou t'as un endroit un peu plus restreint où si tu es capable de revenir de nuit, tu vas pouvoir l'utiliser. Mais l'outil par préférence que je conseille tout le monde d'avoir dans leur poche s'ils font ça, c'est le fameux Traveler Hook. C'est un petit crochet qui est utilisé en couture qui forme un L. Et ça, pour aller jouer avec le pen derrière, est magique. Des fois, ça va même plus vite à utiliser ça qu'aller chercher la clé puis de l'enligner puis de tourner. T'sais. Puis c'est vraiment aussi simple que ça. C'est tu rentres, t'appuies, tu tournes et c'est fini. La porte, elle s'ouvre. Et tout ça parce que les gens qui installent les portes ont tendance à mettre des trous de serrure qui sont plus grands. Juste parce que c'est ça qu'ils ont dans leur truck, puis ils savent que ça va faire sur toutes les portes, peu importe le type de matériel qu'il va avoir. Fait que plus que tu as de portes à maintenir, plus que de chances qu'ils vont être faillibles à ce genre d'attaque-là. Là, je sais que c'est un peu difficile à expliquer c'est quoi le type d'attaque, mais il y a plein de vidéos YouTube. Deviant Talent en a fait des super bonnes qui permettent de le démontrer. Après, les gens ont tendance aussi à essayer de se protéger contre ça, parce que justement, ça commence à être connu. Fait qu'ils vont mettre des plaques d'à peu près un pied devant pour empêcher que tu ailles gosser là-dessus. Et le truc pour passer ça, c'est avec un équerre à menuisier. Tu trouves un équerre que tu vas couper en angle en 45 degrés ou peut-être un peu plus, un 60 degrés pour y faire une pointe. Et là, tu as juste à descendre l'équerre entre la porte et le truc de métal qui te protège et ça va faire le même concept. Il y a un outil qui avait été fait par les pompiers qui s'appelle de Californie, je pense, ou Colorado, le C-Rat. C'est une version similaire, beaucoup plus violente et indestructible parce que les autres, on s'entend qu'ils font pas du covert entry, ils font souvent du overt entry, ils rentrent puis il faut que ça gaule. Mais le concept reste le même où c'était un bâton dépliable qui te formait un équerre puis il est en angle en bas, ils rentrent ça sur le bord de la porte, sont capables de rentrer, puis go, on fonce. T'sais. Si jamais t'es sur le terrain, parce que ça arrive des fois, tu vas faire ta reconnaissance, tu rentres, il y a un imprévu, t'ouvres ton sac, damn, j'ai pas cet outil-là. Ou, tu sais, cet outil-là, il manque peut-être un pouce, ou il ferait pas nécessairement la job. Si t'as le hockey de ton client pour utiliser les autres items du site, quitte à ce que tu le mettes dans ton contrat, des fois, ça coûte pas si cher que ça. Là. Une chose qui peut très bien fonctionner comme shim de lock, c'est les blinds de plastique qui traînent un peu partout. Ou des fois, dans des classeurs, tu as des barres de métal qui sont facilement pliables, que tu es capable de prendre du fond. Ça peut te dépanner. Il y a des fois que tu arrives, tu as accès à une salle, tu es dans une cage, puis tu as le piton pour sortir de la pièce qui est un peu plus loin, mais tu es capable de duct taper du stock ensemble pour essayer d'aller peser sur le piton puis te faire débarrer la porte. T'sais. Donc, essayer d'être très inventif sur comment tu peux te faire des outils. Rendu là, c'est un peu MacGyver, mais au final, tout va faire la job. Tu n'es pas obligé d'avoir l'outil unique pour le truc. Là. Et le Traveler Hook que je parlais tantôt, si vous l'essayez la première fois, il y a sûrement d'autres façons qui puissent quand même fonctionner. Donc, c'est pas la première tentative, ça marche pas, j'arrête là. Il faut comprendre vraiment le principe derrière que est-ce que je suis capable de faire en sorte que le pen dormant dedans, il déclenche. Des fois, juste donner un coup d'épaule dans la porte pour la renfoncer va être assez pour que le pen vienne qu'à se déclencher parce qu'il y a eu du lousse à cause du coupe-froid ou de la mousse isolante. Puis là, tu vas pouvoir faire ton Traveler Hook comme si de rien n'était. Sinon, il y a des petits coussins qui se vendent, qui s'introduisent entre la porte et le frame que tu es capable de pomper. Et ça va y donner juste assez de lousse
pour être en mesure de le déclencher. C'est sûr et certain que si vous voyez que la porte est vraiment tête avec le cadre de porte, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais si vous voyez qu'il y a quand même un gros gap, puis que c'est une porte de métal ou une porte de bois, ben, tu es capable de peut-être utiliser ça justement pour forcer le peu qui manque et être en mesure de l'ouvrir. Et c'est des choses qui peuvent se faire relativement très rapidement. C'est sûr et certain que dans le cadre d'un bureau, tu entends ça peut être louche un peu, là. Donc, c'est toujours d'utiliser la jugeote du moment, qu'est-ce qui peut être fait et à quelle vitesse, là. Oui, j'avais pas mentionné tantôt, mais aussi, j'avais vu Not So Civil Engineer qui avait fait une modification pour l'outil Under the Door. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous la conseille fortement, juste parce que normalement, le Under the Door va se faire pour toutes les portes qui vont avoir un certain crochet dans leur poignée pour aller s'agripper dessus. La version qu'il a faite, c'est que ça va te permettre également d'aller t'accrocher sur des push bars. Donc, souvent, des portes de sortie, tu vas pouvoir aller t'accrocher derrière et tirer sur ton fil au lieu de tirer sur ta barre de métal pour pouvoir justement ouvrir et appuyer de l'intérieur la push bar. Donc, la modification est très intéressante. Et aussi, le fameux fil de métal là, sur l'Under the Door, il fait énormément de bruit. Tu veux changer ça au plus vite. Juste parce que même s'il y a des concierges en place, ils vont entendre le patlang. C'est pas subtil. Tu vas essayer d'éviter ça parce que tu vas pouvoir quand même faire ton intrusion physique avec eux autres. Surtout, même s'ils te pognent en train de faire de quoi de louche, le cleaning crew, bien souvent, ils vont juste te regazer très blasé puis ils vont ressacrer leur camp. T'sais. C'est sûr que si tu fais du bruit puis ils peuvent plus t'ignorer volontairement de leur cerveau, là, ils vont venir peut-être te poser des questions, ils vont le rapporter à la sécurité. Mais si tu restes pas trop dérangeant, normalement, c'est correct. Et des fois, ils sont pas habitués de voir nécessairement des employés. S'il y en a sur les étages, tu peux leur demander qu'ils t'ouvrent les portes. Bien souvent, ils ont les accès eux autres, puis ils s'en foutent. Fait que tu vas pouvoir avoir accès à l'imprimante qui est supposée être barrée ou à un bureau parce que tu as oublié tes clés X. Donc, tu peux toujours t'essayer. Surtout si tu as des petits goodies ou tu es capable de te mettre sympathique avec. L'humour en intrusion physique est toujours la clé de tout. Je pense que ça l'ouvre plus de portes que nos outils. Faire rire les gens. Personnellement, je pense que ça couvre pas mal les éléments. J'essaie de penser à autre chose. Ça fait un bon tour, effectivement. On s'entend que tout est basé sur le contexte de l'impro. Je pense que peut-être la seule chose que je pourrais rajouter, c'est comment tu te pratiques. Pas en tant qu'intrusion physique, mais l'ingénierie sociale. Parce que l'intrusion physique, c'est juste des techniques. Ça change pas. Une fois que tu vas avoir suivi ta formation, pratique-toi chez vous avec les portes ou pas avec tes portes, mais avec tes cadenas que tu vas avoir acquis. Puis ça va toujours rester de la même. Mais l'ingénierie sociale, surtout en personne, comment tu fais pour devenir meilleur? Ça va être souvent la question que les gens vont avoir. Et c'est d'apprendre à dire des demi-vérités, d'apprendre à être à l'aise dans qu'est-ce que tu essaies de vendre. Et là, j'avais vu une idée de quelqu'un que j'avais adoré, c'est de te créer des scénarios pour ça, pour pratiquer. Première chose, tu vas essayer d'aller voir un vendeur ou un dealer d'automobile. Tu vas te créer une histoire fictive, puis tu vas aller jaser avec eux autres. Ça, c'est le niveau facile. Parce que jamais un vendeur d'automobile va te revirer de bord. Il va être là pour t'écouter. Mais est-ce que tu es capable, toi, de contrôler tes émotions, puis de builder ton histoire pour qu'elle soit réelle, puis juste avoir cette discussion-là. Niveau 2, tu vas peut-être aller plus dans un bar avec des flags. Ou est-ce que là, tu vas dire, OK, dans un endroit public, dire, OK, mon but, c'est de savoir le nom de tes enfants. Juste avoir un nom. Ou de savoir c'est quoi sa job. Puis t'approches des inconnus. Alors ça peut être littéralement dans la rue. J'arrête quelqu'un sur un coin de rue. Est-ce que je suis capable de me faire passer pour quelqu'un et de savoir c'est quoi la marque de son char? Ou ça va te forcer à aller vers un inconnu, d'avoir un contexte et de pas avoir ce petit trémolo-là dans ta voix ou le shake dans tes mains parce que inconsciemment, tu sais que tu es en train de mentir à quelqu'un
Puis beaucoup de gens, ça va les trigger d'avoir ce stress-là. Je te remercie énormément, très intéressant. Encore une fois, là, il y a plein de choses, plein d'informations très, très pertinentes là-dedans, justement, de nous amener plus loin. Je te remercie énormément de ce partage. Ça me fait vraiment plaisir.